Merci beaucoup à vous trois pour cette ouverture et au président Jacques Combi qui a dû partir. Nous allons maintenant passer à la conférence inaugurale avec nos deux conférenciers, Monsieur Jean-Pierre Michaeli, maître de conférence à l'IAE, Institut pour l'administration des entreprises de l'Université Jean Moulin Lyon 3, et Monsieur Abraham Benjo, agrégé de lettres classiques, DGA honoraire de la région Rhône-Alpes. Voilà, merci beaucoup à vous deux de vos interventions. Bon ben écoutez, on va commencer, je pense. Voilà, c'est toujours délicat de faire une première conférence. Alors surtout que je ne suis ni linguiste, ni spécialiste de la francophonie. Bon, j'essaye un petit peu d'utiliser le français dans ma discipline, dans mes publications, dans mon enseignement. Et dernier point, ben, j'enseigne la gestion, le management, c'est-à-dire une matière qui est à la fois importante d'un point de vue économique, on le voit bien, mais alors qui est totalement marginalisée du point de vue francophone. Voilà, juste pour vous donner quelques indications, hein. Donc tout à l'heure, monsieur le délégué général mentionnait l'histoire des eaux d'Évian. Il faut savoir que dans le domaine du management au sens large, les publications francophones représentent à peine 0,5% des publications internationales, hein. Donc on est clairement dans un domaine dans lequel le français est sans doute à terme en passe de devenir une langue morte. Alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est d'essayer d'appréhender... Voilà. Alors, je pourrais être plus précis tout à l'heure pour expliquer ce sombre pronostic. On va le voir tout à l'heure, mais je pense qu'il faut des fois appeler un chat, y compris pour déterminer qu'est-ce que sera le périmètre de la francophonie défendable, tout simplement. Hein, c'est-à-dire quand vous avez, dans certains domaines scientifiques et techniques, des différences de capacité entre l'ère francophone et l'ère anglo-saxonne qui est de l'ordre de 1% ou 1 pour 200, il faut être très très astucieux dans ce qu'on va être capable de défendre et ce qu'on ne pourra pas défendre. Alors, ce qui m'a été demandé ce matin, c'est de préciser un peu la notion de bien commun, de bien culturel commun, et puis d'essayer de voir en quoi certaines catégories économiques, notamment dues donc à la seule femme qui a obtenu le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Elinor Ostrom, donc qui est hélas morte en 2012, mais qui a eu son prix Nobel en 2009, comment cette conceptualisation qu'elle a du bien commun pourrait intéresser des gens se penchant sur la francophonie. Donc on est dans un domaine qui est en passe d'être émergent, qui est qui prend un peu le devant de la scène, qui est la francophonie économique. Attendu que cette francophonie économique, bon, j'ai vu quelques rapports et on voit qu'elle est d'abord robuste, hein, la francophonie économique continuerait à exister malgré les turbulences internationales qu'on connaît depuis une trentaine d'années. Elle serait quantitativement importante. Alors là, on a des rapports toujours qui sont absolument extraordinaires, mentionnant le nombre de francophones en France, dans le monde. Et comme il y a beaucoup de francophones, on suppose donc qu'il y a beaucoup de consommateurs potentiels de produits francophones ou essentiellement français. Voilà, et on affiche des indicateurs de population, de PIB, etc., qui paraissent tout ça paraît extrêmement intéressant, mais quand on regarde un petit peu dans les détails, on voit que c'est pas toujours forcément pertinent, notamment du point de vue de l'organisation des flux économiques, des stratégies d'internationalisation d'entreprises, etc. Troisième point de la francophonie économique, on nous dit, voilà, elle est dynamique. Hein, il y a de plus en plus de locuteurs francophones. Les entreprises francophones, alors sous-entendu, vu du prisme français, les entreprises françaises se développent à l'international. On voit apparaître dans des pays émergents francophones la constitution de nouveaux groupes, essentiellement dans les domaines de services. Donc c'est quelque chose de dynamique. Puis on nous dit aussi, c'est en plus extraordinaire cette francophonie économique, parce qu'il y a des meneurs d'opinion francophilophones qui l'appuie, la développe. Alors, thème extrêmement amusant, c'est même les leaders d'opinion qui s'affirment francophilophone lorsqu'il s'agit de donner leur opinion dans le cadre de rapports officiels. Dans les pratiques de leur entreprise, communiquent essentiellement en anglais, y compris lorsqu'il s'agit de présenter l'activité de leur entreprise à un public francophone et que la réunion a lieu à Paris. Donc là, il y a quand même une schizophrénie linguistique qui est pour le moins intéressante. Et puis, dernier point, on nous dit... Alors là, il y a un sujet d'inquiétude qui commence à pointer sur la francophonie économique. On y dit, OK, c'est compétitif, mais on se pose quand même la question de l'attractivité, et notamment de la concurrence avec un supposé modèle anglo-saxon.
Et là, on sent quand même une pointe d'inquiétude qui apparaît, et on voit qu'en fait, ce terme de francophonie économique relèverait, me semble-t-il, des fois un peu de la méthode Coué, qui consiste à dire, bon, ok, on est petit, on est attaqué de toutes parts, mais quand même, vous allez voir, on va progressivement attirer le monde. D'ailleurs, regardez la preuve, hein, le Qatar investit dans le PSG, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, quand même une position un petit peu délicate. Alors, c'est pas du tout ça dont on va parler ce matin, hein, c'est pas de francophonie-économie, c'est d'économie de la francophonie. On inverse les termes. Et l'idée, c'est de dire qu'on a besoin, en matière de francophonie, sans doute d'avoir des idées claires, pour reprendre la fameuse maxime ou sentence de Charles Sanders Peirce, et donc d'essayer de voir, pour clarifier ce concept qu'est la francophonie, en quoi certaines catégories économiques pourraient pas nous apporter un petit quelque chose. Alors, quand je dis nous, c'est... attention, je m'exclus un petit peu du groupe, dans la mesure où moi, je ne suis pas du tout un acteur de la francophonie. Mais disons, au moins de se clarifier les idées en utilisant les catégories économiques. Alors, celle qu'on va présenter ce matin, c'est celle donc de biens communs, et notamment de biens culturels communs, pour essayer de voir si finalement cette catégorie ne va pas nous aider un petit peu, aider les acteurs à mieux conceptualiser ce qu'ils font et à préciser un petit peu ce qu'ils font. Alors, pour être plus précis, pour bien comprendre les choses, je voudrais déjà introduire une première distinction concernant la francophonie, qui va être la francophonie appréhendée de façon substantielle, c'est-à-dire et francophone, toute personne parlant le français. Et puis, une deuxième condition, à mon avis, qui est nécessaire pour comprendre la suite de mon propos, qui est une des conditions fonctionnelles, c'est-à-dire que cette compréhension d'une langue va permettre la production, l'utilisation, la compréhension, la circulation, etc., d'objets culturels caractéristiques. Et ces objets culturels vont servir à réaliser une activité, pour ce qui nous concerne, puisqu'on parle de francophonie économique, une activité économique. Donc, il y a au moins deux conditions, je crois qu'il faut quand même bien les dissocier, même si après il va falloir les réunir dans la réalité, entre une condition francophonie comme substance et une francophonie comme fonction. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, ma démarche va être la suivante. Je vais d'abord vous exposer une conceptualisation habituelle du bien commun, donc notamment du bien naturel commun. On va faire un petit détour par l'économie des ressources naturelles, ce qui paraît quand même a priori éloigné de la francophonie. Deuxième chose, on va voir en quoi on peut faire alors une analogie outrageuse, enfin tout ce que vous voulez, pour passer au bien culturel. Bien sûr, j'expliquerai les différences, certaines différences substantielles notables entre ces deux types de biens. Et puis on verra après quelles sont les particularités de la francophonie. Alors première chose, donc quand on va parler de français, langue, territoire des communs, on va utiliser le mot commun. Et donc on va essayer je vais essayer de vous présenter un petit peu, très très rapidement, une œuvre extrêmement riche, pas forcément très connue en France, mais qui était vraiment très très riche, donc d'Elinor Ostrom, qui est alors d'origine norvégienne, je crois, et qui a été donc enseignante aux États-Unis. Et donc, Elinor Ostrom s'est penchée dès la fin des années 1950, donc lorsqu'elle était étudiante de master, sur la question de la gestion des biens naturels communs. Et pour elle, donc, elle va à la fois porter toute son attention sur la nature de ces biens, du point de vue substantiel et du point de vue de leur fonction, même si on verra que leur fonction est facile à saisir. Et puis surtout, elle va aborder une question qui, à mon avis, va être essentielle pour l'ouverture qu'entend proposer mon intervention, sur la gouvernance, la façon dont on va régir ces biens naturels communs. Alors, une fonction, un bien naturel commun, c'est tout ce qui va permettre une activité primaire, pêche, culture, etc., etc. Et dernier point, on est dans le cadre de biens dont on peut avoir un usage de type pacifique. Donc on ne va pas les étudier, c'était pas l'objet d'Elinor Ostrom que d'étudier par exemple les conflits au sens conflit guerrier autour des ressources naturelles. Deuxième chose, nous dit Elinor Ostrom, ces biens naturels communs, parce qu'ils sont communs, ils ont quand même, enfin, parce qu'ils sont à la fois naturels et communs, ils ont quand même des particularités, ou plutôt des spécificités qu'il convient de pointer. Première chose, ce sont des stocks. On peut penser par exemple à une nappe phréatique, on peut penser à des stocks de poissons disponibles sur telle aire maritime. Attendu qu'Elinor Ostrom s'est surtout penchée sur les ressources en eau, qui sont, comme vous le savez, dans certaines régions, notamment la Californie, qu'elle a étudiée, qui sont quand même des biens portant problème. Ils sont localisés, ils sont situés à un endroit qu'on peut parfaitement définir, et ils sont partagés. Voilà, ça c'est la première caractéristique. Mais c'est un stock, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel on va puiser. Deuxième chose, ils sont rares, et leur renouvellement est naturel. On comprend bien pour ce qui est d'une nappe phréatique. Troisième point, il y a une condition, alors excusez-moi, j'ai essayé de traduire en français les termes anglais, de soustractibilité, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un l'utilise,
un autre ne peut pas l'utiliser. Lorsque vous avez un réservoir d'eau et un système d'irrigation, par exemple, Abraham a sa ferme, moi j'ai ma ferme, si je pique de l'eau à Abraham, il ne pourra pas l'utiliser. Voilà, c'est ça la soustractibilité. Si je l'ai, lui ne l'a pas. Et puis dernier point, c'est très difficile d'exclure des utilisateurs et éventuellement des utilisateurs malveillants. C'est-à-dire, c'est peut-être la nuit, moi j'attends le lendemain avoir disposé mon eau, et puis Abraham a profité de la nuit pour mettre une pompe, et puis voilà, voilà, c'est ça la difficulté d'exclusion. Donc je peux pas, alors éventuellement je peux rester la nuit avec un fusil et puis voir s'il n'y a pas une ombre un peu bizarre qui circule à la frontière de ma ferme, mais c'est quand même difficile d'exclure des utilisateurs. Alors, deuxième chose, ce que nous dit Elinor Ostrom, toute son œuvre va être appuyée sur ce problème analytique qu'on appelle la tragédie des communs. Donc ce terme, on doit à Gareth James Hardin, donc il a été réactualisé par Elinor Ostrom. Donc Hardin, c'était quoi? C'était une espèce de gars qui est à la fois un sociologue, théoricien politique, économiste, qui était très très proche du mouvement qui a donné lieu au fameux rapport Halte à la croissance, le rapport du MIT de 71 ou de 72. Donc on va dire que c'est plutôt un néo-malthusien. Et James Hardin donc, a une approche extrêmement analytique des choses, extrêmement rationnelle. On est dans le domaine de l'économie, donc on suppose que les individus agissent rationnellement et on suppose que des modèles, si possible mathématisables, formalisables, vont décrire la rationalité sous-jacente à leur comportement. Et Hardin, qui a été témoin notamment des fameuses catastrophes écologiques qu'ont connues les États-Unis dans les années 30, il était à l'époque adolescent, va mettre en avant cette tragédie des communs. Et c'est quoi cette tragédie des communs? C'est dire tout simplement, lorsqu'on a des individus rationnels, c'est-à-dire égoïstes, capables, ne calculant que leur intérêt personnel, et que lorsqu'on met ces individus rationnels, on leur met à disposition un bien naturel commun, et bien celui-ci va se dégrader. Pourquoi? Parce qu'effectivement, chacun va essayer de surprélever le plus possible, et donc, de façon tout à fait égoïste, donc rationnelle, va surprélever ce bien, et puis évidemment, ce bien va se dégrader ultérieurement. Alors, nous dit Hardin, il y a deux solutions possibles. Donc là, on retrouve des vieux thèmes qu'on a depuis Condorcet. Deux solutions qui sont coercitives. C'est-à-dire, quand on gère un bien commun, pour que le bien soit bien géré, on est obligé d'introduire la coercition. Il y a deux formes de coercition possibles. Un, c'est l'étatisation. Et puis la deuxième, c'est la privatisation. Donc dans le premier, c'est effectivement une autorité publique qui va fortement réglementer, voire interdire l'usage du bien naturel commun. C'est ce qui s'est passé dans les politiques un petit peu coercitives lorsqu'il a fallu définir un certain nombre de parcs naturels nationaux. Ou alors la privatisation, c'est-à-dire quelqu'un dit, moi ce bien-là, il m'appartient. Et si vous voulez l'utiliser, vous devez le payer, donc de commun, il redevient privé. Voilà. Et puis, les économistes se sont écharpés là-dessus en disant, voilà, il n'y a que deux possibilités. Et heureusement, Elinor Ostrom a dit non, il n'y a pas de possibilité, il y en a trois. Elle a fait une étude extrêmement exhaustive de l'usage des biens communs, alors partout dans le monde. Là derrière, on a les moyens de l'université américaine. Donc, autour de son œuvre, je pense qu'on doit avoir peut-être 200 ou 300 cas différents qui vont de la gestion de l'eau au fin fond d'une vallée du Pakistan jusqu'à la gestion des stocks de pêche au Pérou. Donc, on a une œuvre qui est tout à fait considérable d'un point de vue empirique. Et donc, elle va nous expliquer qu'en fait, ces biens communs, quand ils sont gérés par des communautés, eh bien, on a une gestion efficace des dits biens. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas avoir de surprélèvement, ils vont continuer à pouvoir être utilisés sur du très long terme. Donc, il n'y a pas du tout une dichotomie, comme aiment bien les économistes, en disant il y a des biens privés, il y a des biens publics, il y a de l'étatisation, la privatisation. Il nous dit qu'il faut introduire un troisième terme qui est il y a des biens communs et il y a une gestion communautaire. Et cette gouvernance, alors excusez-moi là aussi le terme, cette gouvernance, pour Ostrom, elle la qualifie de plusieurs façons. D'abord, elle dit c'est polycentrique, il y a plusieurs acteurs, il n'y en a pas un qui peut être exclusif. Deuxième chose, elle va dire elle est responsable. Ce sont donc des acteurs qui sont attentifs au bien et qui ont une vision à la fois de court terme, de moyen terme et de long terme quant à ce bien. Elle utilise le mot aussi auto-organisé, au sens où elle va être capable, ces communautés vont être capables de se doter de règles. Et ce que va nous dire Ostrom, donc elle va les expliciter, ces règles, il y en a 7 types, on va voir tout à l'heure, et en nous disant toute communauté qui est capable de donner de la chair à ces 7 types de règles, va pouvoir gérer, et c'est son dernier terme, de façon efficace le bien, de créer de façon autonome des institutions efficaces. Donc ce que nous dit Ostrom, c'est je récapitule, il existe des biens particuliers qui sont les biens naturels communs, donc ça c'est l'aspect substantiel, et deuxième chose, pour pouvoir régir
correctement, enfin, de façon satisfaisante et efficace ces biens, il faut sortir du clivage étatisation-privatisation et avoir une gouvernance de type communautaire. Et nous dit Ostrom, au-delà des différents cas que j'ai étudiés, je me suis rendu compte qu'il y a 7 conditions, 7 règles de gouvernance qui doivent être suivies pour qu'un bien commun, naturel commun, puisse effectivement être correctement géré. Alors, première règle, il y a ce qu'elle appelle une règle de délimitation. Qui sont les acteurs légitimes quant à l'usage du bien. Il y a un problème de clôture, on en a beau le dire, dès qu'on parle de bien commun, il y aura un problème de clôture de la communauté, un problème de frontières à définir. Deuxième chose, quelles sont leurs positions respectives? Comment est-ce qu'il y a des acteurs leaders, des suiveurs, etc. etc. Troisième règle, alors ce qu'elle appelle des règles de choix, je m'excuse là aussi de la traduction en français qui n'est pas tout à fait correcte. Quelles sont les actions respectives quant à leurs biens? Quelles informations partagent-ils? Comment agrègent-ils leur choix? C'est-à-dire prennent-ils une décision, par exemple, du taux de prélèvement qu'il va y avoir sur tel ou tel stock naturel? Quels sont les effets et la conscience qu'ils ont des effets de leur action sur ce stock? Et puis, dernier point, comment ils acquittent des droits d'utilisation? Alors, soit des acquittements directs, c'est ce qu'on a, par exemple, lorsque vous, dans certaines agences de bassin, lorsque vous prélevez de l'eau, ou soit des acquittements indirects lorsque vous allez devoir payer des systèmes de taxes, voire dans certaines communautés, mutualiser les fonds qui vont être nécessaires à l'entretien du dit bien. Donc, ce qui est important dans le cas d'Ostrom, c'est ce qu'elle nous dit Ostrom, c'est que quand vous avez un bien naturel commun, vous avez une gestion communautaire, et quand cette gestion communautaire met ces différents types de règles, en général, effectivement, le bien a tendance à plutôt être géré efficacement, voire elle nous dit des fois plus efficacement qu'une gestion étatique ou purement privée. Alors évidemment, quelle analogie on peut faire entre cette analyse d'Ostrom et puis ce qui nous concerne, puisque lorsqu'on parle de francophonie, on n'est pas du tout dans le cadre de biens naturels, mais bel et bien de biens culturels. Et lorsqu'on veut faire résonner le mot commun avec le mot bien culturel, qu'est-ce qu'on peut tirer? D'abord, quelle différence on peut faire avec l'analyse d'Ostrom? Alors, première caractéristique, les biens naturels communs sont des biens extérieurs, alors qu'effectivement, dès qu'on parle de biens culturels, on est obligé de gérer la dualité ou la dialectique ou la dialogie, tout ce que vous voulez, entre l'aspect subjectif, je, et l'aspect collectif. C'est ce que disait tout à l'heure, une langue, effectivement, on est bien obligé de combiner ces deux aspects. Donc, on n'a pas du tout un bien-objet, on a effectivement des natures de biens qui vont à la fois caractériser des individus et des collectifs. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure, je vous ai expliqué que le bien naturel commun étudié par Ostrom est très localisé. C'est un lac, c'est une réserve de pêche qui va être présente à tel ou tel endroit. Ça va être une forêt, telle ou telle forêt. Le problème du bien naturel commun, c'est d'abord que son étendue peut potentiellement être très vaste, et puis surtout il est extensible. Il va croître, etc. Troisième caractéristique de ces biens culturels, c'est un petit peu comme la liberté de la presse, c'est-à-dire plus on l'utilise, non seulement ils se maintiennent, mais ils vont croître. Ce qui les oppose à des notions de stock ou de biens rares qu'a étudié Ostrom. Et ça va nous obliger à introduire, lorsqu'on va parler de la francophonie comme bien culturel commun, à introduire une deuxième notion qui est absolument essentielle, que l'on doit à un autre économiste, alors d'origine roumaine, qui s'appelle Nicolae Georgescu-Roegen, qui lui aussi fut l'un des premiers économistes à modéliser de façon relativement précise les impacts de l'activité économique sur l'environnement. Et Georgescu-Roegen propose une typologie des biens en trois items. Un premier item qui sont des biens ou des ressources de flux. Donc typiquement, par exemple, c'est ce qu'on appelle les biens culturels au sens les productions culturelles, ici. Deuxième chose, il va nous dire, il va y avoir les stocks. Donc là, c'est ce qu'a étudié Ostrom, c'est-à-dire des dépôts, des bibliothèques, si vous voulez, ou des stocks sur lesquels on va déposer quelque chose et on va prélever. Donc, ils n'ont pas du tout le même rythme qu'il va falloir constituer, qu'on prélève, qu'on constitue, qu'on prélève, qu'on constitue, qu'on prélève. Et puis, dernier point, type de bien, nous dit Georgescu-Roegen, ce sont les ressources de fonds, qui sont effectivement des biens qui vont à la fois permettre les flux et les stocks et qui, eux, vont s'accumuler sur la longue période. Donc, lorsqu'on parle de francophonie comme un bien commun ou bien culturel, est-ce qu'on est sur des flux, c'est-à-dire de la production, par exemple, d'œuvres littéraires, ou alors des flux au sens nombre de personnes, nombre de nouveaux pratiquants du français ou de néo-accédants effectivement à la culture française? Est-ce qu'on est sur des stocks? Donc là, alors soit on peut parler en termes de masse de population, de nombre d'ouvrages ou de références en français déposés dans des bibliothèques diverses et variées, ou est-ce qu'on est sur du fond, donc une dynamique de long terme, qui va être effectivement une vision d'accumulation
sur la longue durée, effectivement, qui va constituer dans le domaine linguistique une tradition, une culture, etc. Donc ce sont 3 optiques différentes du bien, et puis donc effectivement il y a des problèmes d'articulation temporelle qui vont se poser entre un aspect et l'autre. Et puis dernière caractéristique des biens culturels communs, alors je n'épuise pas le sujet, c'est qu'ils ont effectivement un caractère par nature interactionnel. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs personnes, effectivement, pour pouvoir faire une langue, ou plusieurs personnes pour pouvoir faire une culture, ce qui les oppose aux critères de substrabilité ou d'exclusion qu'avait mentionné Ostrom concernant les biens naturels communs. Et puis la dernière caractéristique, c'est que ce sont des biens qu'on va dire assignables, c'est-à-dire qu'ils n'existent qu'à partir du moment où j'ai fait un choix politique et social. Ils n'existent pas a priori à ce choix. Donc si j'estime que la francophonie est un bien commun, donc le concept devient performatif et donc effectivement ça deviendra un bien commun. Par contre un lac ou un glacier qui va permettre d'irriguer une vallée du Pakistan ou de l'Himalaya ou pourquoi pas des Alpes, voilà, à la limite ce lac ou ce glacier peuvent exister en dehors de toute approche humaine. Voilà, donc il y a quand même des différences entre les biens naturels communs et les biens culturels communs, et il faut être très très clair concernant les deux, même si la notion, le cadre d'Ostrom, effectivement, peut être utilisé pour partie pour ce qui concerne la gouvernance des biens culturels communs. Alors, dernier point, quelle est la caractéristique de la francophonie comme bien culturel commun? Et puis après, on verra les questions que pose l'analyse d'Ostrom concernant la gouvernance de cette francophonie. Alors, effectivement, on a quelque chose de taille mondiale, voire de linguisphère. On aime bien le mot sphère, cybersphère ou linguispace. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Là, je laisse mes collègues producteurs de néo-français, je ne sais pas, de développer l'image. Vous savez, nous, en gestion, on n'est pas très, très fufute au niveau linguistique, donc on se contente de réutiliser ce que les autres font, parce qu'on n'a pas suffisamment de capacité cérébrale, sociale, etc., pour pouvoir produire des concepts, surtout en français. Deuxième chose, on a la francophonie, c'est un réseau, on l'a vu, c'est une forme résiliaire. En plus, elle est ouverte. Alors, à la fois, elle est ouverte, je dirais, par congruence avec des choses proches. Tout à l'heure, on évoquait les différentes langues romanes. Alors, j'étais surpris qu'on a dit le français, l'espagnol, je crois que j'avais entendu le roumain. Bon, l'italien est passé à la trappe, mais pourquoi pas? Alors moi je suis corse, le corse aussi, bon, si on veut pas, voilà. En plus les corses ils n'aiment pas tellement, enfin bon, se faire passer à la trappe. En général ils ont une façon de réagir assez particulière qui elle aussi est très performative. Voilà. Voilà. Donc, et puis dernier point, c'est un réseau qui évolue, quoi. On est sur quelque chose qui en permanence bouge. Donc on a affaire quand même, si on envisage la francophonie comme bien, à quelque chose quand même qui est difficile à saisir, qui est vraiment une réalité dynamique, une des réalités qui doit s'appréhender de façon comme processus et pas uniquement comme une réalité qui serait figée à jamais. Alors troisième point, la francophonie, aussi, c'est un bien, comme je vous disais tout à l'heure. Ostrom nous dit quand il y a une communauté, il y a un critère de cloisonnement de cette communauté. Et donc là, on peut avoir des facteurs d'exclusion possibles. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un discours très inclusif concernant la francophonie, mais de l'autre côté, il faut être conscient des facteurs d'exclusion. C'est-à-dire simplement, et ça c'est un point sur lequel insiste Ostrom, c'est qu'il y a des coûts d'accès. Il y a toujours un coût d'accès. Donc, effectivement, qu'ils supportent, voilà, etc., etc. C'est quand même des questions qui sont loin d'être évidentes. Et puis, le dernier point pour la francophonie, c'est un périmètre fonctionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on peut défendre, ce sur quoi elle sert. Il y a effectivement, sans doute, à un moment ou à un autre, on ne peut pas l'étendre à l'infini, et il y a peut-être des domaines sur lesquels ça va être extrêmement difficile, au-delà de la revendication, d'aller sur des choses qui sont relativement efficaces ou effectives. Je pense notamment que dans certaines disciplines, que ce soit certains domaines d'ingénierie ou certains domaines du management, certains domaines des sciences, c'est des positions qui vont être extrêmement, à mon avis, très très difficiles à tenir et qui, de mon point de vue, dans certaines spécialités, ne sont même pas plus tenables. Voilà, donc là se pose cette question, c'est-à-dire que potentiellement, comme fond, une langue effectivement peut tout concerner. Il faut la maintenir de ce fait, y compris pour qu'elle continue à être fonctionnelle dans des domaines, mais il faut savoir qu'il y a dans des cas, ça va être plutôt plus facile, et il y a dans des cas où on va avoir des positions qui vont quand même être très très difficiles à tenir. Alors, dernier point pour continuer, donc on a vu que la francophonie peut être appréhendée comme bien culturel commun, que c'est un bien commun qui est différent du bien naturel. Dernier point du schéma d'Ostrom qui concerne la gouvernance. Et là aussi, on voit qu'il y a 3 grands modèles de gouvernance possibles concernant la francophonie.
Premier modèle, donc on connaît tous, qui est une francophonie, on va dire, de type étatique, hein, volontariste, coercitive. Ben voilà, si vous voulez passer les concours de la fonction publique, il faut maîtriser le français. Exclusive, vous êtes francophone ou vous ne voulez pas. Hein, c'est soit eux, soit nous. Voilà. Et puis quasi monopolistique. Apprenez le français, langue universelle, et avec ça, vous aurez accès à toutes les dimensions du savoir, et ce, jusqu'à la fin des temps. Et puis à l'inverse, alors j'exagère, hein, on a une francophonie qu'on pourrait envisager une gouvernance marchande. Alors là, l'économiste se régale. On a des individus rationnels, extralinguistiques, qui vont être capables de faire des choix rationnels sur d'adoption de telle ou telle langue. Ces choix doivent être spontanés, libres, non contraints. C'est une francophonie qui est ouverte, attention, alors ouverte non pas au sens où elle va se clipper éventuellement avec d'autres aires culturelles, mais au sens où son devenir est indéfini, hein, puisqu'effectivement ça va dépendre de libre choix que vont faire les individus, et qu'il faut mettre en contexte concurrentiel. C'est-à-dire que pour savoir si la francophonie est bonne, hein, c'est ce que vont nous dire certains théoriciens libéraux, notamment qu'on pourrait regrouper autour d'approches de type de celle de von Hayek, bah, mettons la francophonie, le modèle francophone en concurrence avec d'autres modèles, et puis si la francophonie est de moins en moins utilisée par des collectifs, c'est que tout simplement elle sera moins bonne que les modèles avec lesquels elle est en concurrence. Voilà. Donc, ce que pourraient faire à ce moment-là, au mieux, les instances de la francophonie, c'est de choisir le plus possible des points de concurrence avec les autres modèles, d'autres supposés modèles linguistiques. Et puis, si elle réussit, ça prouve qu'elle était meilleure. Et puis, si elle échoue, ben, tant pis pour elle, ça prouve qu'elle était moins bonne. Donc, à un moment, il faudra purement et simplement la supprimer. Donc, deux modes de gouvernance, hein. Un mode de gouvernance étatique, un mode de gouvernance marchand. Alors, vous voyez bien que dans les deux modes, c'est quand même pas très très enthousiasmant. Donc il y a peut-être un troisième mode qui paraît a priori plus sympathique, qui serait effectivement une gouvernance communautaire de la francophonie. C'est-à-dire de dire, ben, la francophonie, c'est non seulement un bien particulier qu'on a identifié tout à l'heure, mais c'est aussi une communauté d'acteurs, d'actions, de décisions, d'informations et d'évaluations, pour reprendre les terminologies d'Ostrom. Et c'est cet ensemble qui évidemment va bouger, mais va faire que cette entité francophone va, sur la durée, et malgré les adversités, etc., se constituer. Donc, si on reprend les catégories d'Ostrom, la francophonie comme communauté d'acteurs, ça veut dire que pour que la francophonie existe, il faut des acteurs qui se reconnaissent comme étant acteurs de la francophonie. Deuxième chose, et c'est un point important, il faut que ce soit des acteurs qu'on va appeler attentifs. C'est-à-dire qu'effectivement, pour eux, c'est un bien au sens courant, hein, donc il faut le soigner, si j'ose dire. Troisième point, ce sont des acteurs qui sont clairs quant à leurs intentions. Deuxième point, une communauté d'action. Donc ce sont des acteurs qui ont des capacités d'action sur le domaine francophone, que ce soit par la transmission, la formation, la traduction, etc., etc. Et dernier point, ce sont des acteurs qui ont conscience que leur action ne se limite pas, je dirais, au seuil de leur porte, mais se diffuse dans l'ensemble du réseau. Il y a un effet système, un effet réseau qui doit être impérativement pris en compte au niveau de la francophonie. Voilà. Dernier élément, ce sont des acteurs qui décident. Donc, qu'est-ce qu'ils décident ensemble? Comment éventuellement ils se coordonnent? Quelles sont les informations qu'ils partagent? Et dernier point, et ça c'est un aspect, je pense, qui est un petit peu un point aveugle, alors ça vient aussi de ma discipline, qui est l'évaluation. C'est-à-dire comment jugent-ils ce qu'ils font, ce qu'on fait est bien, est important, est intéressant, est pérenne, est durable, etc. Comment ça se mesure, hein, c'est-à-dire l'objectiver, mais alors pas l'objectiver comme ce que je lis dans certains rapports, c'est-à-dire en accumulant des PIB, des populations, ce qui, je répète, n'a aucun sens dans la mesure où la francophonie n'est pas une économie-nation. Donc ça, ce sont des mesures qui, à mon avis, sont totalement illusoires et n'apportent pas grand-chose. On peut... Là aussi, le nombre de locuteurs, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, comment on mesure effectivement la vitalité, le dynamisme, la pérennité, etc. de la francophonie? Et puis, dernier item qui est intéressant, comme on est dans le cadre de ces fameuses, Ostrom appelait des gouvernances polycentriques, bah, comment tout ça est financé, quoi, hein, puisqu'effectivement, l'idée quand même de l'économiste, alors après on peut toujours la critiquer, c'est que chaque fois qu'il y a un service, une valeur qui est apportée, il y a un coût associé. Hein, voilà. Donc, qui le finance, comment? Alors, dans le financement, c'est pas uniquement, vous avez bien compris, les contributions étatiques, hein, ça peut être les contributions des individus qui vont faire l'effort d'apprendre le français, d'acheter des biens culturels français, ça peut être aussi les efforts qui sont consentis par les différentes associations, institutions, etc., liées à la francophonie. Donc là, il faut sans doute à un moment ou à un autre avoir un petit peu une vision agrégée un petit peu plus claire. Alors, que retenir de mon intervention?
La première chose, c'est qu'on a un thème actuellement à la mode qui est la francophonie économique, où on lance un certain nombre d'items, pas toujours conceptuellement bien définis. Donc moi, ce que je propose, c'est de voir en quoi plutôt les catégories économiques nous permettent d'être plus clairs, d'avoir nos idées plus claires sur ce qu'est la francophonie. Attendu que ces catégories, bien évidemment, ont tout à fait vocation à pouvoir s'hybrider avec celles que pourraient proposer des linguistes, des géographes, des politistes, etc. etc. Deuxième point, une des catégories possibles économiques qu'on peut utiliser, mais il y en a d'autres, hein, c'est la notion de bien commun, et donc d'envisager à ce moment-là de voir ce que donne la francophonie lorsqu'on la lie comme une forme possible et spécifique de bien culturel commun. Troisième point, pour pouvoir faire cette conceptualisation de biens culturels communs, je vous ai suggéré de faire peut-être un petit détour conceptuel par l'approche des biens naturels communs d'Ostrom, en ayant évidemment conscience qu'il y a une différence de substance de substance radicale entre les biens naturels communs et les biens culturels communs. Et puis dernier point, cette approche de Straume, je pense qu'on peut la particulariser au cas de la francophonie, essentiellement pour ce qui concerne les modes de gouvernance, l'appréhension donc des modes de gouvernance, qui permet à cette entité qui quand même exister. Donc si on a un point de vue darwinien, on peut dire quand même, bon, ça fait plusieurs décennies qu'on en parle, ça continue à exister, donc elle a quand même un sens. On ne peut pas la rejeter comme ça en disant que c'est une espèce de berlu ou de spectre ou de fantôme qui entrait les couloirs de différents ministères, institutions gouvernementales, agences, etc., etc. Elle existe donc, effectivement, quelles sont ses particularités en termes de mode de gouvernance, attendu que cette gouvernance ne peut pas être étatique, ne peut pas être marchande, et que sans doute une gouvernance de type communautaire mériterait d'être approfondie. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et puis, comme on dit classiquement, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.